Pour devenir un prédateur apex, il faut d'abord être un prédateur. C'est dans le nom, après tout. Et comme le fait d'être un prédateur au sommet signifie que l'on est le roi de son environnement, il n'est pas exagéré de dire que certains prédateurs ont la vie belle. Mais si la vie était si belle pour les plus grands, pourquoi les prédateurs sont-ils rarement plus gros que leur proie? La réponse tient au fait que les herbivores obtiennent leur énergie directement des producteurs d'énergie eux-mêmes, tandis que les carnivores doivent compter sur les herbivores pour obtenir leur part d'énergie. En général, ils ne reçoivent que 10% de ce que l'herbivore recevait à l'origine du producteur, ce qui fait que les prédateurs ont en moyenne une taille plus petite. Cette différence de taille a doté les prédateurs d'un large éventail d'outils et d'armes menaçants afin d'égaliser les chances. Ces caractéristiques comprennent notamment une morsure puissante, des griffes tranchantes comme des rasoirs et la chasse en meute. Il est clair que cela a bien fonctionné, puisque de nombreux prédateurs sont capables d'abattre des proies beaucoup plus grosses qu'eux. Mais de temps en temps, un carnivore pousse la chasse au gros gibier à l'extrême, en développant des armes conçues uniquement pour les géants. Il y a seulement quelques milliers d'années, un petit chat parcourait la Terre et avait perfectionné cet art. C'était le roi de l'ère glaciaire, autrement dit le smilodon. Grâce à son apparence frappante et à ses dents de sabre géantes, le smilodon est l'un de ces animaux disparus que presque tout le monde connaît, ou du moins reconnaît. Une situation favorisée par sa représentation dans des films célèbres, tels que L'Âge de glace. Pourtant, même si le monde entier sait qu'il s'agit d'un chat, il n'en a pas été ainsi au départ. Lorsqu'il a été découvert pour la première fois, il y a plus de 160 ans au Brésil, les paléontologues ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une hyène de très grande taille. Ce jugement erroné était basé sur des dents de joues isolées, qui ressemblaient fortement à celles observées chez les hyènes vivantes. Très vite, ce nouvel animal a été surnommé Hyena neoga. Mais heureusement pour l'héritage du smilodon, on a rapidement découvert qu'il y avait bien plus de fossiles que de simples dents. En l'espace de quelques années, des dizaines de nouvelles parties du corps ont été identifiées, notamment des os de pied, du matériel crânien et des canines géantes qui semblaient presque trop grandes pour la bouche de cette créature. Grâce à ces ossements supplémentaires, ils ont également pu déterminer qu'il ne s'agissait pas d'une hyène, mais plutôt d'un genre distinct de félidés, dont la stature était indéniablement géante et bien plus robuste que celle de n'importe quel chat moderne connu. C'est dans cet esprit que les paléontologues ont décidé de le rebaptiser Smilodon populator, la partie smilodon signifiant « dents de couteau » en référence à ses dents géantes, tandis que populator se traduirait par « le destructeur » ou « celui qui apporte la dévastation », un nom d'espèce tout à fait approprié compte tenu de la létalité de ce prédateur. En plus d'un changement de nom, cette reclassification a conduit à des recherches plus approfondies sur le type de félin qu'était exactement le smilodon, une tâche qui se poursuit encore aujourd'hui. Les paléontologues le placent actuellement dans la sous-famille Machairodontinae, aujourd'hui disparue, qui contient la grande majorité de ce que l'on appelle souvent les tigres à dents de sabre. Bien qu'un surnom plus approprié soit chat à dents de sabre, car ce groupe n'est pas étroitement lié aux tigres ou à tout autre chat vivant, leurs parents les plus proches étant peut-être des membres de la famille des félins. Au sein des Machairodontinae, Smilodon a été classé parmi les Smilodontini, qui ont leur propre surnom, les chats à dents sales. Jusqu'à présent, ce groupe ne compte que 5 genres différents, ce qui en fait un groupe plutôt solitaire. Pourtant, au fil des ans, il s'est agrandi, non pas grâce à la découverte de nouveaux genres, mais plutôt grâce à la découverte de nouvelles espèces de Smilodon. Des restes plus anciens ont été découverts en Amérique du Nord et ont été attribués à 2 espèces différentes, ce qui fait qu'il existe aujourd'hui 3 types de Smilodon, le populator, le fatalis et le gracilis. Si vous étiez poursuivi par l'un d'entre eux, vous ne vous soucieriez probablement pas de savoir lequel est lequel, et vous ne seriez pas capable de les distinguer, mais ils ont leurs différences. L'un des plus grands contrastes est l'époque à laquelle ils ont vécu. Gracilis était le plus ancien de la bande, ayant vécu en Amérique du Nord à partir de Megantereon il y a environ 2,5 millions d'années. Le deuxième plus ancien, Fatalis, est apparu environ 1 million d'années plus tard, suivi finalement par le populateur, qui est apparu environ 600 000 ans après Fatalis.
Un autre domaine dans lequel les trois modèles diffèrent est celui de la taille, chaque nouvelle itération étant plus grande que la précédente. Par conséquent, Gracilis était le plus petit, tandis que Populator était le géant des trois. Il ne faut cependant pas se méprendre, car en fin de compte, chacune de ces trois espèces était assez énorme par rapport aux félins. Certains spécimens faisant même du Smilodon l'un des plus grands félidés connus à ce jour. Actuellement, les paléontologues pensent que Gracilis avait probablement le même poids qu'un jaguar, le troisième plus grand félin sur Terre aujourd'hui. Quant à Fatalis, il était un peu plus grand, les individus ayant des dimensions similaires à celles d'un lion d'Afrique. Cependant, il était beaucoup plus lourd en moyenne en raison de sa constitution plus musclée, son poids étant d'environ 280 kg, soit 620 livres, ce qui en fait l'équivalent des grands tigres, les plus grands félins actuels, si l'on ne tient pas compte des hybrides. Mais les choses deviennent encore plus compliquées lorsqu'on passe au populateur, qui était ridiculement grand. Les os les plus gros que nous connaissons, à savoir un crâne exceptionnel, indiquent une taille maximale d'environ 470 kg, soit le même poids qu'un ours polaire de taille moyenne, le plus grand carnivore terrestre actuel. Ce qui est intéressant avec le Smilodon, c'est que la plupart des études montrent qu'il n'y avait pas de dimorphisme sexuel important, ce qui signifie que les mâles et les femelles étaient généralement de la même taille. En d'autres termes, il y avait beaucoup d'individus de grande taille. Compte tenu de sa taille, il est généralement admis qu'il était un prédateur de premier ordre dans chacun de ses environnements. Mais le Smilodon n'était pas seulement grand, il était aussi très robuste. Le premier signe que ce félin préhistorique ne s'intéressait pas aux petites proies étaient ses os très épais et robustes, qui, dans la vie, auraient été reliés à de grandes quantités de muscles. L'os du talon, en particulier, était très robuste et long, ce qui indique que le Smilodon était un excellent sauteur qui utilisait probablement son bond vertical pour sauter sur des herbivores de forte corpulence. Bien que personne ne sache quelles étaient ses véritables prouesses en matière de saut, on suppose qu'il était capable de sauter plus haut que le lion moderne, qui a parfois été observé en train de sauter à plus de 4,5 mètres de hauteur. Les membres antérieurs du Smilodon étaient également bien construits. Naturellement, tous les grands félins ont des membres antérieurs puissants, conçus pour maintenir une proie en difficulté, mais le Smilodon est allé encore plus loin. Ses membres antérieurs étaient environ 20% plus épais que ce que les scientifiques attendent habituellement d'un félin de cette taille. Cela conférait à ses avant-bras une puissance ridicule, supérieure à celle de félins plus grands que lui, comme le lion d'Amérique, par exemple. Avec ses avant-bras déchiquetés, le Smilodon aurait pu facilement tenir une proie massive. Il disposait en outre de griffes entièrement rétractables. Mais ces griffes n'étaient pas celles d'un lion ou d'un tigre. Bien qu'elles soient tranchantes comme des rasoirs et incurvées, les griffes du Smilodon étaient proportionnellement énormes, comme l'étaient apparemment de nombreux éléments de son corps. Des reconstitutions ont montré qu'elles étaient 2 fois plus grandes que celles d'un tigre de Sibérie, et même plus longues que celles d'un ours brun de Kodiak, qui pèse parfois 2 fois le poids corporel d'un Smilodon adulte. Ces griffes auraient pu couper directement la chair, mais leur taille était plus une adaptation pour maintenir les grands animaux que pour leur infliger des dégâts. La véritable arme du Smilodon, celle qui lui permet d'infliger des dégâts, ce sont ses fameuses dents de sabre. Ces armes emblématiques ne sont en fait pas propres au Smilodon. Elles sont apparues chez d'autres mammifères et même chez des non-mammifères à de multiples reprises au cours de l'histoire. On peut donc se demander pourquoi le Smilodon est de loin l'animal le plus populaire doté de dents de sabre. La réponse réside dans leur longueur. Tout comme ses griffes, ses canines étaient surdimensionnées, toutes proportions gardées, à tel point qu'elles dépassaient largement de sa bouche, ce qui n'est pas courant chez d'autres chats à dents de sabre comme l'Homotherium. Ces dents de sabre massives pouvaient atteindre 20,3 cm de long, ce qui en fait les plus grandes dents de sabre de tous les félins connus. Mais ce n'était pas seulement pour se vanter. En plus d'être longues, ces canines étaient bien adaptées pour transpercer profondément la chair, le sommet étant doté d'une pointe acérée, tandis que les côtés étaient lisses et étroits. Cela augmentait la force concentrée aux extrémités, permettant au Smilodon de créer des blessures catastrophiques par perforation. Étonnamment, la conception était si efficace qu'elle a permis au Smilodon de s'en tirer avec une morsure pas si puissante que cela. En fait,
Des études ont montré qu'il ne pouvait mordre qu'avec une force de 1000 newtons, soit 4 fois moins que la morsure d'un lion. Cette faiblesse de la morsure se reflète également dans la durabilité des canines, qui étaient toutes minces et fragiles. Cela prouve qu'une bonne arme perforante n'a pas besoin de beaucoup de force pour être efficace. Cependant, les paléontologues se sont demandé comment le smilodon tuait, car ses dents n'auraient pas pu attaquer n'importe quel point du corps. Cela a donné lieu à de nombreuses idées sur la nature de son mécanisme de mise à mort. L'une des plus populaires étant que les individus auraient utilisé des embuscades dans la végétation dense pour attraper ou sauter sur leur proie. Ils pouvaient alors les maîtriser avec leurs griffes, ce qui leur permettait d'enfoncer leurs dents de sabre dans le ventre mou de la proie, détruisant ainsi ses entrailles et provoquant une perte de sang massive. Bien que cette hypothèse soit brutale, la plupart des chercheurs l'ont rejetée, préférant l'idée tout aussi sinistre que le smilodon utilisait des attaques rapides ou une morsure profonde pour déchirer la gorge de sa proie, provoquant une perte de sang importante et une suffocation, parmi d'autres symptômes désagréables. D'autres études ont également révélé que sa mâchoire pouvait s'ouvrir jusqu'à 120 degrés, soit près du double de ce que l'on observe chez l'homme, ce qui signifie que pratiquement toutes les cervicales étaient au menu. Ses dents, combinées à ses griffes, en faisaient un prédateur redoutable. En effet, les scanners de sa cavité cérébrale suggèrent qu'il possédait un haut niveau de coordination, d'audition et une vision étonnante. Ses orbites, dont la forme laisse supposer une vision binoculaire, en sont la preuve. Cerise sur le gâteau, il semblait également très rapide, car un bon pourcentage de smilodon présentait des traumatismes au sternum, généralement dus à des collisions à grande vitesse avec des proies. Ces caractéristiques, combinées à son arsenal, permettaient au smilodon de chasser un large éventail de proies mégaphoniques qui variaient considérablement en fonction de l'endroit où vivait un smilodon donné. En Amérique du Nord, par exemple, les espèces chassaient généralement des bisons géants éteints, des chameaux, des glyptotheriums, des pyrillinoides, et parfois des mastodontes et des mammouths de Colombie, les plus grands animaux de l'époque. En Amérique du Sud, les proies comprenaient des toxodons, des lithoptères, divers glyptodontes, des chevaux, des camélidés et même des caïmans. Si nous savons que certains de ces animaux étaient certainement des proies, d'après les preuves osseuses, nous sommes moins sûrs de ce qu'étaient les principales proies, une question qui dépend également du fait que le smilodon était une créature sociale ou non. La chasse en meute impliquerait des proies plus grosses plus souvent. L'une des plus importantes preuves de l'existence d'un mode de vie social chez le smilodon provient des fosses de goudron de La Brea, en Californie. Ces fosses sont appelées pièges à prédateurs, car chaque fois qu'un animal se retrouve coincé, de nombreux prédateurs se retrouvent souvent piégés à ses côtés après avoir tenté d'obtenir un repas facile. C'est ainsi que 90% des ossements de La Brea proviennent des prédateurs eux-mêmes. Le smilodon ne fait pas exception à la règle et est en fait la deuxième découverte la plus fréquente dans les fosses, avec plus de 160 000 fossiles qui lui sont attribués. Ce rendement élevé a convaincu de nombreuses personnes que smilodon rôdait en groupe, car chez les chats modernes, les espèces les plus sociales répondent généralement davantage aux appels de détresse. Ainsi, le plus grand nombre de restes est attribué à l'idée que smilodon était très sensible aux appels de détresse, ce qui indique une chasse grégaire. Un autre argument, peut-être plus intéressant, concerne ce que certains appellent les pseudo-soins de santé. Plus précisément, certains paléontologues ont souligné que de nombreux smilodons souffrant de traumatismes ou d'anomalies graves et qui auraient dû mourir semblent avoir survécu, ce qui indique qu'ils ont été soignés. Un exemple populaire est celui d'un individu qui présentait des signes de dysplasie de la hanche à un jeune âge et qui a tout de même réussi à survivre jusqu'à l'âge adulte. Bien sûr, certains pensent qu'il s'agissait plutôt d'un solitaire, soulignant que les squelettes trouvés à l'extérieur des pièges à prédateurs sont plus isolés. Quoi qu'il en soit, le smilodon était sans aucun doute l'un des prédateurs les plus dominants. Mais il n'était pas le seul carnivore, car il cohabitait avec de nombreux autres prédateurs emblématiques, dont les plus importants, dans son cas, étaient le lion d'Amérique et les grands loups. L'analyse isotopique a montré que ces prédateurs avaient le régime alimentaire le plus similaire à celui du smilodon, ce qui en fait ses plus grands concurrents. Bien que les grands loups soient plus nombreux et les lions d'Amérique plus grands, le smilodon semble se débrouiller très bien face à eux,
Cela s'explique peut-être par le fait que les membres de sa famille étaient exposés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui aurait intimidé presque tous les animaux environnants. En ce qui concerne le lion d'Amérique, les deux faisaient probablement de leur mieux pour s'éviter, mais les combats étaient parfois inévitables, compte tenu de la similitude de leurs régimes alimentaires. Dans ce genre de combat, tout le monde était susceptible de s'affronter. En revanche, la compétition avec les grands loups semble être plus favorable aux smilodons, car les vestiges de la bréa indiquent que les grands loups cèdent souvent leurs propres animaux tués aux smilodons, qui sont alors entièrement dévorés, qu'il s'agisse de peluches ou d'os. Outre, entre guillemets, les chats et les chiens, il y avait aussi de gros ours, à savoir les ours à face courte, dont les membres pouvaient être plus lourds que même le plus gros smilodon recensé, certains atteignant même la taille de dinosaures au sens propre comme le Catosaurus et des Allosaurus de taille moyenne. Cependant, ces ours gigantesques avaient un régime alimentaire plus omnivore, ce qui a probablement contribué à apaiser les tensions entre les deux espèces. En outre, ces ours avaient tendance à être plus solitaires. Par conséquent, si un smilodon n'était pas seul, il était fort probable qu'un ours ne choisisse pas de s'engager, évitant ainsi un combat et laissant la carcasse au chat. Cette mention de carcasse soulève en fait une bonne question qui n'a pas encore été abordée. Comment le smilodon se nourrissait-il? En raison de ses dents de sabre, il ne pouvait pas manger par l'avant, comme la plupart des animaux. Au lieu de cela, ils étaient équipés de caracales en forme de lames qui se chevauchaient dans un mouvement de cisaillement, tranchant et découpant la chair comme du beurre. Ces dents étaient situées de part et d'autre de la bouche, ce qui permettait aux individus de manger des morceaux de viande en tournant la tête, évitant ainsi l'obstruction des canines. Il est intéressant de noter que cette méthode est encore observée chez les chats aujourd'hui, ainsi que chez d'autres prédateurs, ce qui prouve bien que si ce n'est pas cassé, il ne faut pas le réparer. En fin de compte, ces dents particulières ont fait du smilodon une espèce à la fois étrange et très prospère. Bien qu'il soit le plus jeune des chats à dents de sabre et qu'il fasse partie des 3 espèces, il a atteint une vaste répartition dans l'hémisphère occidental. En Amérique du Nord, Gracilis et Fatalis avaient une aire de répartition quasi universelle et se trouvaient aussi loin au nord que l'Alberta, au Canada, entre les deux côtes. En Amérique du Sud, où Fatalis et Populator résidaient, ils étaient tout aussi répandus, ayant établi un domaine qui s'étendait jusqu'à la Patagonie. Le smilodon n'était pas seulement capable de se répandre très loin, mais aussi de tirer parti de biomes mixtes. Les restes montrent qu'il s'est adapté aux prairies, aux plaines, aux forêts denses, aux savanes, aux forêts subtropicales et aux steppes à mammouths. Avec une répartition aussi impressionnante, il n'est pas surprenant que ce prédateur au sommet ait vécu aux côtés d'une pléthore d'autres icônes du Pléistocène et de l'Holocène, comme les ours à face courte, les proboscidiens, les paresseux terrestres, les glyptodontes, les toxodontes, les chameaux, les cerfs, les chevaux, les bisons, les oiseaux de terreur, d'autres grands félins, de multiples canidés, des alligators, des serpents, des crocs, des caïmans, et bien d'autres choses encore. Il a également vécu avec un animal qui nous est très familier, nous-mêmes. On pense que la rencontre avec le smilodon remonte à 25 000 ans. Comme notre régime alimentaire pouvait inclure des éléments similaires, la relation entre les humains et les smilodons était probablement tendue. Malheureusement pour nous, le moment était mal choisi, car à l'arrivée des humains, il ne restait plus que Populator et Fatalis, les espèces les plus grandes. La cohabitation n'en a été que plus difficile. Comme le méganodon, le félin dont le smilodon pourrait être issu, était connu pour tuer occasionnellement l'Homo erectus. Il a été suggéré que quelques personnes malchanceuses ont également été tuées par le smilodon, de temps en temps. Toutefois, grâce à notre technologie bien supérieure, les humains ont certainement eu raison de certains smilodons. Pour l'instant, il n'existe aucune preuve directe de ces combats. Mais en 2021, des chercheurs ont localisé un pétroglyphe qui semble représenter un groupe d'humains observant un smilodon de loin, ce qui suggère fortement que des interactions ont eu lieu. Malheureusement, ou peut-être moins malheureusement, la coexistence entre les humains et les smilodons a été de courte durée, car quelque part en cours de route, d'hier à aujourd'hui, les smilodons ont disparu de l'histoire,
les plus jeunes restes de Fatalis et de Populator, étant tous deux datés d'il y a environ 10 000 ans, à peu près à l'époque où l'agriculture a commencé à se développer dans certaines parties du monde. L'extinction de l'animal à dents de sabre est un sujet entouré de beaucoup de débats et de mystères. Certains pensent que l'homme a joué un rôle dans sa disparition, en le surpassant et en allumant des incendies qui ont entraîné la perte de son habitat. Si la plupart s'accordent à dire que l'homme n'a pas été bénéfique pour les populations de Smilodon, les avis divergent quant à l'ampleur de son impact. L'idée la plus répandue étant que la disparition de la mégafaune au cours de l'extinction du quaternaire est le véritable coupable. Avec la disparition de nombreux grands animaux en Amérique du Nord et du Sud, le Smilodon avait de moins en moins de proies à sa disposition. Une malédiction pour lui, puisqu'il était le parfait tueur de géants. Malheureusement, il ne restait plus beaucoup de géants, et le Smilodon s'est rapidement éteint, incapable de s'adapter à ce nouveau monde. Sa disparition a marqué la fin non seulement des chats à dents de sabre dans l'hémisphère occidental, mais aussi dans le monde entier, puisqu'il s'agissait du dernier membre de sa famille, qui régnait sur le globe depuis plus de 20 millions d'années. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.